À notre kilomètre zéro, où commencent toutes nos routes, se trouve la distance avec les plus grandes villes ukrainiennes. Notre Donetsk, notre Louhansk, notre Crimée. Et aujourd'hui, ces balises prennent un sens tout particulier. Elles ne marquent plus de simples kilomètres. Elles nous rappellent que tout cela, c'est l'Ukraine. Nos compatriotes s'y trouvent et aucune distance ni occupation temporaire ne pourront changer ça. Bon, on l'a bien compris, c'est assez clair, les territoires ukrainiens ne sont pas négociables. Ça, c'est très ferme en tout cas et affiché ce matin, Violetta, par Volodymyr Zelensky. Exactement, la position de l'Ukraine, c'est le gel sur la ligne de front telle qu'elle est actuellement et ensuite des renégociations, pas de pression et d'exigence intransigeante de la part de Poutine qui a osé dire que c'était la Russie qui allait assurer des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est vraiment le monde à l'envers quand le pays agresseur prétend venir assurer la sécurité du pays agressé. Et pendant que vous parlez, on voit la carte justement avec les pourcentages des territoires qui, pour l'instant, en tout cas, sont occupés. Tout à fait. On sait aujourd'hui qu'au rythme d'avancement de l'armée russe, qui a progressé de 1% entre novembre 2022 et août 2025, ils sont passés de 109 000 km² occupés maintenant à 115 000 km² occupés. À ce rythme-là, il leur faudrait 4 ans et demi pour occuper entièrement les 4 régions qu'ils ont intégrées déjà par précipitation en violation totale du droit international dans la constitution russe et la Russie perdrait 2,5 millions de soldats. Donc ça, c'est juste pour montrer l'écart incroyable entre les exigences de Poutine quand il dit vous sortez l'armée ukrainienne, vous me laissez le Donbass et après on verra, hors de question, dit Volodymyr Zelensky, et l'armée ukrainienne et la société ukrainienne le soutiennent à 100%. Arthur Koenigsberg, ce n'est pas anodin en tout cas cette fermeté, ce changement de ton peut-être, c'est-à-dire là il durcit le ton, il comprend que de toute façon Vladimir Poutine ne lâchera pas, et bien il exprime que lui non plus, il ne lâchera pas en tout cas sur ce point-là, c'est non négociable. Donc il n'y a plus vraiment de négociation possible, j'ai envie de dire. Sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, non, l'administration ukrainienne ne veut pas céder. Parce qu'il faut rappeler effectivement que l'Ukraine est victime d'une agression impérialiste, avec un grand voisin qui vient lui arracher ses territoires. Des territoires qui sont reconnus dans la constitution ukrainienne comme étant ukrainiennes. C'est ça aujourd'hui, jour de l'indépendance de l'Ukraine, que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, chef de guerre d'une armée de centaines de milliers d'Ukrainiens qui se battent chaque jour pour défendre chaque centimètre et chaque kilomètre carré du territoire ukrainien, que le président ukrainien réaffirme aujourd'hui. Et parce que nous sommes aussi dans une guerre de narratifs. Nous sommes dans une guerre de narratifs déployée aussi par Moscou, qui essaye de déployer des arguments prétendument historiques pour dire une partie du Donbass et la Crimée sont historiquement russes. Et la Crimée, d'ailleurs, est majoritairement peuplée de façon ethnique par les Russes. Mais il faut rappeler pourquoi la Crimée est majoritairement peuplée ethniquement par des Russes. Parce qu'en 1944, Staline a déporté 180 000 Tatars de la Crimée. C'est pour cela que les Russes sont aujourd'hui majoritaires en Crimée. La Crimée n'a rien de naturellement russe. La Crimée appartient constitutionnellement à l'Ukraine, ce que d'ailleurs la Russie avait reconnu en 1997 et qui avait été reconnu aussi en 1991 dans le référendum d'indépendance de l'Ukraine. La Crimée et le Donbass sont ukrainiennes. Et ça, effectivement, le président Zelensky, dans cette guerre de narratifs, a raison de le rappeler. Alors c'est justement intéressant sur la Crimée parce qu'il en parle aussi ce matin, Zelensky. On écoute. Combien de fois avons-nous proposé un cessez-le-feu? Combien de fois l'Ukraine a dit « Nous voulons le silence, nous cherchons la paix ». Mais une paix digne et pour tous, partout. C'est pour cela que nous comptons sur la force du monde entier. Voici l'Ukraine d'aujourd'hui. Et elle ne sera jamais forcée d'accepter ce que les Russes appellent un compromis. Nous voulons tout simplement la paix et nous serons les seuls à décider de notre avenir.
Pas de concession, ça c'est certain, mais en effet, quand il dit notre Crimée, c'est aussi un message quand même à Donald Trump. Parce que pour Donald Trump, la Crimée, c'est un dossier qui est terminé. C'est vrai que sur le Donbass, il a une position, on ne sait pas trop quelle est sa position, mais sur la Crimée, c'était assez clair aussi pour Donald Trump. Donc sur notre Crimée, le mot est important. Oui, mais comment dire, vous avez le discours de que tient Zelensky, alors c'est normal, c'est un jour de fête nationale, bien entendu. Et surtout, vous avez des règles de droit, y compris l'intégrité territoriale, qui est reconnue comme telle en droit international par les pays, dont l'Ukraine, par exemple. Sauf que ce que je constate, c'est qu'une des membres de l'administration de Zelensky ont envoyé des messages contradictoires ces derniers jours. Mikhailo Podolyak, dans une interview à la Stampa, et le premier directeur adjoint, responsable adjoint du ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Sergei Kyslytsa, à NBC News, c'était hier, où en gros le message était pour les questions territoriales, nous ne négocierons qu'avec Poutine. C'est ce que disait Kyslytsa hier. Sous-entendu, effectivement, Donald Trump est mis de côté, mais deuxièmement, dire qu'on est prêt à négocier sur le sujet, c'est quelque part admettre qu'on est prêt à céder. C'est aussi ça. Mais bien entendu, Zelensky ne pouvait pas dire ça un jour, surtout un jour de fête nationale. C'est pour l'indépendance. Juste un petit point. Je ne pense pas que Donald Trump soit mis de côté. C'est juste qu'ils ne veulent pas négocier du côté russe avec des conseillers. Non, c'est sur la Crimée, en tout cas, dont je parlais. Sur la Crimée, oui, mais côté russe, Zelensky dit... Et sur le côté russe, en fait, les Russes, ils ne veulent pas que Poutine se rencontre Zelensky, mais Zelensky, il sait que ses conseillers ne décident rien. Et donc, c'est sur le côté russe, mais ce n'était pas pour mettre de côté Donald Trump. Et par contre, quand il dit aujourd'hui notre Crimée, c'est pour rappeler que la question de la Crimée fait partie aussi des négociations et que s'il y a des concessions sur la Crimée, il ne faut pas non plus abuser et demander toutes les autres encore concessions sur tous les territoires. La Crimée n'est pas perdue, reconnue comme perdue. La Crimée certes, fait partie. Mais c'est par rapport à Donald Trump, pour lui, en tout cas, la position de Donald Trump sur la Crimée a toujours quand même été pourtant assez claire comme un dossier bouclé. Alors, pendant qu'on parle, je vais juste interroger le vice-amiral à ce sujet, mais juste pour quand même que vous compreniez ce qui se passe à l'antenne, c'est le Premier ministre canadien qu'on voit qui est l'invité d'honneur. On va y revenir parce que ce sont des images qui nous proviennent en direct de Kiev. C'est l'invité d'honneur ce matin. C'est important, ça veut aussi dire quelque chose. Il vient d'ailleurs avec un plan financier aussi ce matin et il veut être autour de la table des négociations. Le Canadien, le Premier ministre canadien, c'est important, on va y revenir. Mais vice-amiral Olagaray, sur tous ces points qu'on vient d'entendre, donc les non-négociations sur les territoires, plus aucune concession. On reste quand même donc dans un objectif de continuer à faire la guerre. C'est bien ça pour Volodymyr Zelensky ce matin, même si en effet il doit tenir ce discours aujourd'hui, jour de l'indépendance de l'Ukraine. Nous sommes surtout au début d'une grande pièce de théâtre tragique, c'est-à-dire les débuts d'une négociation qui s'annonce extrêmement difficile si elle aboutit jamais. Pour l'instant, toutes les références culturelles qui ont été apportées sur votre plateau sont essentielles, c'est vrai. Mais au début d'une négociation, les deux parties campent sur des positions extrêmes et très fermes. On ne peut pas ne pas être ferme au début d'une négociation. Vous avez vu la position russe qui est extrémiste, et vous avez maintenant la position de Zelensky qui l'est tout autant. Elle était beaucoup moins extrémiste il y a quelques mois, quelques années. À un certain moment, lorsque Zelensky dit « nous avons toujours proposé de négocier », il oublie que lorsque la dynamique était du côté ukrainien, c'était lui qui ne voulait pas. C'est vrai. Et qu'il promettait à son peuple ukrainien, et c'est là qu'il engage très fort, de libérer l'Ukraine jusqu'aux frontières de l'Ukraine, c'est-à-dire tous les oblasts et la Crimée que réclame la Russie. Donc nous sommes maintenant tout à fait au début, avec, comme cela a été souligné, la mise en place d'autres acteurs. La présence de M. Carvey, effectivement le Premier ministre canadien à Kiev, montre cette indépendance que prend le Canada par rapport aux États-Unis. Ils rejoignent effectivement l'Europe, ce qui pourrait donner un ensemble beaucoup plus puissant petit à petit, lorsque l'Europe aura pris conscience de ce qu'elle peut faire, aura mis en œuvre tous les moyens, ce sera mis peut-être à l'économie de guerre, ce qui n'est absolument pas le cas, contrairement à la Russie, bien sûr. Donc nous avons maintenant, les acteurs essentiels sont là, certains sont fiables, d'autres ne le sont pas. Poutine, d'une certaine façon, est fiable, nous savons ce qu'il veut, nous savons où il veut aller. Zelensky, nous comprenons très bien qu'il a une position maximaliste, mais qu'il lâchera pas du point de vue juridique, puisqu'il dira toujours vraisemblablement que l'Ukraine, c'est tous les oblasts et la Crimée,
mais peut-être que dans un accord intérimaire ou intermédiaire, il pourrait admettre que certaines parties soient occupées par la Russie. C'est un peu le mouton à 5 pattes, j'ai envie de dire, c'est ça, au début c'est ce qu'on demande, le mouton à 5 pattes, et puis ensuite, pour pouvoir quand même lâcher forcément parfois quelque chose. Quoi. Oui, mais Trump n'est pas fiable, donc nous ne savons pas la position des États-Unis dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Les États-Unis ont pris l'habitude de dénoncer les accords, ce qui fait que d'une façon générale, il me semble que les pays du monde entier considèrent que les États-Unis ne sont pas fiables, que leur parole n'est pas certaine et n'est pas crédible. Il y a une perte de crédibilité de la signature des États-Unis. Ça, c'est aussi dû à Donald Trump qui, le matin, va dire noir et le soir peut dire blanc. On l'a vu avec des déclarations très provocantes, toujours. Mais aussi parce que c'est une démocratie et qu'il y a des balanciers. C'est un Joe Biden une autre fois, ça peut être un autre, ça peut être Vance après-demain. Donc nous ne savons pas. Il faut que le monde table sur la non-crédibilité de la signature des États-Unis. Ils signent et dénoncent à tout va n'importe quel accord. Alors sur le Canada, c'est intéressant parce que donc le Premier ministre canadien qu'on voit et qu'on va revoir sûrement, donc qui en ce moment est en direct à côté de Volodymyr Zelensky, c'est sa première visite sur le sol ukrainien. Il est l'invité d'honneur aujourd'hui pour cette fête nationale, c'est 34 ans de l'indépendance. Quel est son objectif justement? C'est ça, c'est de démontrer que le Canada a sa place à la table des conversations, ou c'est vraiment, comme le disait le vice-amiral, de prendre aussi sa distance et son indépendance vis-à-vis des États-Unis? Alors, je pense que c'est intérieur pour une raison. Nous oublions que le Canada compte une très forte immigration ukrainienne. Je regardais les chiffres de l'encyclopédie canadienne. En 2021, vous aviez au Canada des personnes qui avaient des origines ukrainiennes. Vous en aviez, grosso modo, presque 1 260 000. Et cela représentait quand même 3,5% de la population. La population canadienne aujourd'hui, c'est 41,29 millions, enfin en 2024. Donc cela compte aussi, donc la question ukrainienne aussi a un impact pour les élus canadiens vis-à-vis de leur électorat. Le Premier ministre canadien, il vient quand même dévoiler les tailles de son plan, le fameux plan à 2 milliards de dollars pour l'aide militaire, financière, humanitaire à l'Ukraine. Donc là aussi, c'est un symbole et c'est un poids très important qui est attendu par l'Ukraine, d'où l'invité d'honneur, et on le voit encore sur ces images qui nous proviennent en direct de Kiev. Oui, c'est fondamental parce que l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le rappelle depuis des semaines, l'Ukraine n'a pas besoin forcément et uniquement de livraison d'armes, mais aussi effectivement de dons financiers. Parce que, on le rappelle, l'Ukraine pourrait être dans la capacité à hauteur de 5 milliards, par exemple, de ne pas pouvoir financer son budget. L'Ukraine a besoin également, et c'était une proposition que Volodymyr Zelensky avait faite aux Européens, de leur dire, écoutez, je vois qu'effectivement vous avez du mal à monter en puissance d'un point de vue industriel et de ce que le vice-amiral appelait une économie de guerre. Je vous propose de me faire des dons financiers pour financer la moitié des soldes de mes soldats. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de moyens financiers aussi, parce que l'Ukraine, elle, s'est mise en économie de guerre. Et qu'effectivement, la production à hauteur de, par exemple, 4 millions de drones par an, ça coûte énormément d'argent. Donc effectivement, les 2 milliards de dollars annoncés par le Premier ministre canadien sont essentiels pour l'Ukraine et dans cette guerre de résistance. C'est vrai que c'est super important d'avoir souligné l'importance de la diaspora ukrainienne au Canada. Dans le gouvernement officiel du Canada, il y a beaucoup de figures aussi qui sont issues des origines, donc des familles ukrainiennes au Canada. Chrystia Freeland, pour ne pas les nommer, et puis d'autres. Et donc ça, c'est important aussi. Ça me permet de souligner aussi l'importance de la diaspora ukrainienne, qui est pas loin de 20 millions d'Ukrainiens partout dans le monde. Avant l'invasion en 2022, on parlait de 40 millions d'Ukrainiens en Ukraine et 20 millions d'Ukrainiens à l'étranger. Donc ça, c'est une diaspora des plus puissantes qui est extrêmement mobilisée depuis l'Euromaïdan, donc depuis 2013-2014. Effectivement, pour faire des campagnes un peu d'advocacy, plaidoyer, pour inciter leur gouvernement, que ce soit le Canada ou l'Australie aussi, la Grande-Bretagne, dans différents pays en Europe aussi, on voit. Et puis pour faire aussi des collectes de fonds, il y a aussi, le dernier élément, par exemple, les Ukrainiens au Canada, ils ont leurs églises
églises ukrainiennes, ils ont leurs écoles ukrainiennes, ils ont tout un tas de structures, des banques carrément coopératives de la communauté ukrainienne. Et donc, ça crée aussi, ça donne la possibilité de contribuer des collectes extraordinairement aussi pour collecter et financer les drones. En 2022, c'était pour trouver les gilets pare-balles, en fait, les munitions, tout ce qu'il fallait. Donc, c'est une diaspora qui est extrêmement importante. Et ça, c'est sûrement un signe, effectivement, que le Canada est aux côtés des Ukrainiens, en plus de l'Europe. Enfin, le Canada, ça fait partie de la coalition des volontaires. Et donc, encore un message pour dire que l'Ukraine n'est pas seule et qu'il y a une alliance forte qui se crée maintenant autour de Kiev.